L'océan Arctique ouest. 13 millions de kilomètres carrés de glace solide, impénétrable. L'une des régions les plus inaccessibles de la planète. La science ne sait rien ou presque sur le centre de cette banquise polaire. Aucun navire jusqu'à présent n'a réussi à se rendre au-delà de cette frontière de glace. Ces eaux n'ont jamais été répertoriées et ses composantes biologiques demeurent un mystère. Le 17 juillet 1994, le Canada et les États-Unis envoient une équipe de scientifiques affronter à bord de deux brise-glaces une des plus formidables forces de la nature. La glace. Et au cœur de cette puissante force, le pôle Nord. Les navires remontent la côte ouest, puis après un bref arrêt à Nome, en Alaska, ils poursuivront leur route vers le nord, à travers le détroit de Bering. Leur but ultime, la science. Leur laboratoire de recherche, le sommet de la Terre. Le Paul Lucie de la garde côtière américaine et le Louis S. Saint-Laurent de la garde côtière du Canada participent à une mission scientifique conjointe pour évaluer l'impact du réchauffement global et mesurer le niveau de pollution de l'Arctique. Un défi immense qu'aucun pays, et surtout aucun navire, ne pourrait assumer seul. Mon nom est Wayne Grady et j'ai été invité à participer à ce voyage pour dresser un compte-rendu exhaustif de l'expédition. Présentement, le navire semble vide. À bord, il n'y a que moi, Stephen le cinéaste et l'équipage de la garde côtière. Mais tout cela va changer à Nome, lorsque nos 70 passagers, les plus éminents chercheurs océanographiques du continent, viendront se joindre à nous. Ils participeront au cours des 2 prochains mois à la plus importante recherche jamais entreprise sur l'océan Arctique occidental. Ce qu'ils découvriront va contribuer à définir les politiques environnementales de l'Amérique du Nord pour les prochaines décennies. Lorsque les scientifiques montent à bord, on est tout de suite frappé par la grande diversité de leur champ d'expertise. L'Arctique est sur le point de subir un examen complet, minutieux et en profondeur. Chris Measures est chimiste océanographique. Il évaluera le nombre d'espèces vivantes que l'océan Arctique peut supporter et comment ces espèces sont menacées par les modifications chimiques de l'eau. À l'heure actuelle, nous possédons une technologie capable de manipuler la planète à l'échelle globale. Mais le problème, c'est qu'il faut aussi assumer les conséquences de catastrophes globales si nous effectuons ces manipulations sans en connaître les répercussions. À bord du Paul Lucie, la biologiste Nathalie Simard est parfaitement consciente du peu que nous savons sur les caractéristiques de base de l'océan Arctique. C'est un océan qui est pratiquement inconnu. On n'a pratiquement pas de données à tous les niveaux, physiques, biologiques et chimiques. Et c'est important d'avoir au moins une connaissance de base. Eddie Carmack dirige l'équipe de scientifiques canadiens. Pour Eddie, la menace du réchauffement global est bien réelle. Le climat de la Terre est en train de changer et c'est dans le nord de l'Arctique qu'on peut le plus clairement observer ces changements. L'Arctique va se réchauffer en premier et plus rapidement. Donc, si vous cherchez une confirmation du réchauffement global et que vous voulez trouver des signes qu'il a bel et bien débuté, ainsi qu'à quelle vitesse cela risque de survenir, c'est dans l'océan Arctique qu'il faut mener la recherche. Eddie et les autres leaders scientifiques se sont préparés pendant 5 ans pour cette expédition. Jusqu'à ce jour, pénétrer profondément dans l'océan Arctique n'était qu'un rêve. Maintenant, finalement, ce rêve est sur le point de devenir réalité. For the next couple of months, we're going to be working together and sleeping together and so on. I don't mean that. The way it's
What I'd like to do is we could all introduce ourselves together. Go ahead. I'm Knut Agard. I'm from the University of Washington in Seattle, and I'm the science coordinator for the two ships. Malcolm Ramsey, University of Saskatchewan, working on polar bears. I'm Jim Swift, interested in physical oceanography, and I'm working with the CTD Rosette water sampling program. Rico, Dick Han. Steve Oliver, Baker. Gordon Studley, radio officer. We'll try our best to get all your communications through. Sean Farley, working with the polar bears. Al Jarvis, Dak, Canteen, also a manager of the ship's bar. Thank you. The last thing I would like to say is that when we're working in the ice, I don't enjoy a lot of people on the bridge. However, we will try to accommodate you. Tout le monde a hâte de pénétrer dans l'Arctique, dans la glace. Le capitaine, l'équipage et les scientifiques, tout le monde s'entend pour dire que c'est là que le vrai voyage commence. Vous pouvez voir pourquoi on l'appelle l'océan Pacifique. C'est très calme, ça ressemble aux mers du Sud. Il y a même un albatros qui suit le navire. Il nous suit depuis 3 jours. Il paraît que ça porte chance quand on réussit à faire atterrir un albatros sur le navire. Jusqu'à présent, celui-là ne l'a pas fait. Mais il nous a quand même porté chance. Ce n'est pas la première fois que les scientifiques collaborent avec la garde côtière, mais c'est la première fois que le Canada et les États-Unis organisent une expédition conjointe dans le nord de l'Arctique. Sur le navire américain Polar Sea, le capitaine Lawson Brigham est conscient de l'importance historique de cette mission. Nous voici en 1994 avec une expédition qui ressemble en plusieurs points aux expéditions des 18e et 19e siècles. À bord du Louis Saint-Laurent, le capitaine Phil Grandy relève les aspects uniques de ce voyage. C'est la première fois que la garde côtière canadienne a la chance d'aller explorer aussi loin vers le nord et je suis très fier d'être celui qui pilotera un brise-glace canadien aussi loin dans cette direction. J'espère contribuer au succès de l'expédition. Ce long périple vers le nord va amener les brise-glaces à quitter ces eaux calmes pour entrer dans les régions inexplorées de l'océan Arctique Ouest, à travers les plus difficiles conditions de glace jamais affrontées auparavant par l'un ou l'autre des bateaux. Plus de 80% de la banquise polaire s'étend sur la route ouest jusqu'au pôle, ce qui explique pourquoi les expéditions précédentes dans le nord de l'Arctique ont emprunté la route est, un itinéraire beaucoup plus facile, comme nous l'explique Steve Wheeler, pilote des glaces à bord du Polar Sea. Si j'avais à planifier un voyage au pôle Nord dans l'unique but de me rendre là-bas, mon point de départ serait sûrement la mer de Laptev, la mer de Kara, vous savez, la région de Barents, en d'autres mots l'est de l'Arctique. Car du côté occidental, il faut briser beaucoup plus de glace pour se rendre au pôle. Le dernier capitaine qui tenta d'atteindre le pôle par cette route l'ignorait. George Washington DeLong croyait trouver des eaux chaudes et libres de glace jusqu'au pôle, et peut-être même un nouveau continent. Il quitte San Francisco en 1879 à bord d'un petit bateau en bois, la Jeannette. Aux environs du 70e parallèle, tout juste au nord de la position actuelle des brise-glaces, la Jeannette est immobilisée au milieu des glaces. Elle restera pendant 2 ans avant d'être broyée en morceaux. 9 hommes seulement ont survécu. Avant d'appareiller, on accordait aux 2 équipes guère plus de chance qu'à DeLong d'atteindre le pôle Nord. Mais maintenant que l'air froid souffle sur la glace, les paris ne tiennent plus. Vous voulez parier sur nos chances d'atteindre le pôle? Oh, je pense bien, nous allons nous y rendre. Pour réussir, il faudra traverser près de 5000 km de mers inexplorées. Pour des scientifiques comme Michel Gosselin et Delphine Thibault, c'est l'occasion unique de poser certaines questions de base, comme qu'y a-t-il là-haut? Qu'est-ce que ça fait? Comment se vit-il? L'océan Arctique, c'est l'océan le moins bien connu de tous les océans mondiaux. Sur la région arctique, à part la zone canadienne, il n'y a quasiment rien, il n'y a pas de données. 2 Inuits participent également à l'expédition. Ulatita Kaluk, un jeune chasseur Inuk de Grise Fjord, et Ikaksak Amagualik, un guide de Resolute. Ikaksak a atteint 4 fois le pôle Nord en motoneige, 2 fois à pied
et une fois par la voie des airs. Ils ont été invités à venir partager leurs connaissances avec les scientifiques. Malcolm Ramsey compte tout particulièrement sur eux pour trouver des ours polaires. Sans les informations biologiques de base que nous recueillons, il serait impossible pour un organisme ou un gouvernement de mettre en place des mesures appropriées permettant d'assurer la survie de ces animaux absolument merveilleux. La vie animale de toute la planète sera affectée par le réchauffement global. Mais c'est dans l'Arctique qu'on en verra d'abord les répercussions. Les modèles prédisent que c'est là où le phénomène sera le plus amplifié. Donc c'est la zone la plus susceptible d'être modifiée par des changements climatiques. Chaque hausse de température d'1 degré Fahrenheit à l'équateur correspond à une augmentation de 4 degrés dans l'Arctique. Une telle augmentation réduirait considérablement la couverture de glace polaire. Quel en serait l'effet sur le reste du climat de la planète? C'est ce qui est particulièrement excitant à propos de ce voyage. La variété des questions qui sont posées. Et l'interaction entre les disciplines, ce qui ne serait jamais arrivé si nous étions restés chacun chez soi dans nos laboratoires. Vous vous rappelez quand je vous ai dit à quel point l'océan était calme? Bien ça, c'était hier. Aujourd'hui, nous avons des vents de 40 nœuds, ce qui n'est pas considérable, mais soulève des vagues de plus de 5 mètres et on se fait drôlement secouer. Qu'est-ce que je peux dire? Les choses changent. De tout temps, des artistes peintres et des écrivains ont participé aux expéditions scientifiques de l'Arctique. Et celle-ci n'échappe pas à cette tradition. D'abord, Chris Walker, qui est justement ici devant moi. Il est artiste peintre. Si vous examinez ce qu'il fait, vous constaterez une tension entre la nature et l'homme. Rappelez-vous que l'objectif de cette expédition est de témoigner de l'effet du changement global sur la nature. Alors je crois que le travail de Chris cadre très bien avec notre objectif. À vrai dire, ça va être super. J'anticipe avec beaucoup de plaisir. Êtes-vous nerveux? Un peu, juste un peu. Mais c'est une nervosité positive, vous savez. Syl Drabbitt remplit plusieurs fonctions. Il est médecin et photographe, mais d'abord et avant tout artiste. Il tente de saisir la couleur et l'émotion des gens au travail. Là-bas, vous avez Wayne Grady. Je suis certain que vous aurez le plaisir de le rencontrer. Ce documentariste est l'écrivain scientifique officiel de cette expédition. Wayne s'est fait remarquer par sa couverture du projet Dinosaure Canada-Chine. Lui, c'est Stefan Nitoslavski. Il va filmer tout ce qui va se passer. La caméra de Stephen devient rapidement une habituée de toutes les activités qui se déroulent sur le navire, y compris la soirée des talents amateurs. Pas facile de recréer l'atmosphère d'une discothèque lorsqu'il fait jour pendant 24 heures. Mais parmi les 150 membres de l'équipage, on trouve toujours du renfort. Les navires longent la dernière île au large de la côte est de la Sibérie. La terre ferme ne sera plus visible avant 2 mois. La mer de Chukchi est calme et sans vagues, comme le souhaiterait n'importe quel marin. Les 2 équipes filent plein nord avant d'entrer dans les glaces. Selon l'itinéraire prévu, elles navigueront au-dessus des principales formations géographiques sous-marines de l'océan Arctique, dont le bassin canadien, la crête de Mendeleïev et la crête de Lomonosov, jusqu'au point le plus élevé du globe, à 90 degrés de latitude nord, le pôle Nord. Elles feront ensuite demi-tour et reviendront en suivant une autre route jusqu'à Point Barrow, en Alaska, vers la fin septembre, avant que l'océan ne gèle à nouveau. Nous entrons dans les glaces. Ce sont nos 5 premières secondes dans la glace arctique. Nous sommes aux environs du 70e parallèle nord, au milieu de la mer de Chukchi.
Donc, si vous tirez une ligne à partir du sommet de l'Alaska jusqu'au milieu de la mer de Chukchi, c'est là que nous nous trouvons. Nous sommes au milieu de toutes petites concentrations de glace nouvellement formées. Elles ne sont pas très épaisses. Elles sont brisées et projetées sur le côté. Le front de glace se trouve probablement à 2 heures d'ici, vers le nord. Nous n'avons donc pas atteint encore le front de glace. Ce n'est qu'un aperçu de ce qui nous attend. L'épave du bateau de DeLong dériva avec les glaces à travers l'océan Arctique jusque dans la mer du Groenland. La découverte des morceaux de la Jeannette au Groenland donne l'idée à l'explorateur norvégien Fridtjof Nansen de se laisser emprisonner dans les glaces avec son bateau, le Fram, à peu près au même endroit que la Jeannette, la dérive de la banquise devant le mener jusqu'au pôle. L'idée, bien que valable, n'a pas produit le résultat escompté. Le Fram et son équipage dérivent vers le nord pendant 3 ans, mais il manque le pôle par 250 km. Le marin canadien Joseph Elzéar Bernier s'inspire de l'expédition de Nansen et planifie à son tour une tentative similaire. Bernier était plus un navigateur au long cours qu'un scientifique. Il avait commencé à naviguer vers l'âge de 12 ou 13 ans et possédait une vaste expérience de la mer. Il convainc le gouvernement canadien de lui acheter un bateau et de l'approvisionner. Son plan est de se laisser emprisonner dans les glaces du détroit de Bering, à 480 km à l'est de l'endroit où Nansen avait placé le Fram. Mais à la dernière minute, le département des pêches et océans annule l'expédition. On entendit parler à Ottawa d'un contrebandier américain qui vendait de l'alcool aux autochtones de la baie d'Hudson. Et on a trouvé plus important de s'occuper du problème de contrebande plutôt que de cette excentrique odyssée vers le pôle Nord. Avec ce que l'on sait aujourd'hui sur les dérives des glaces, le plan de Bernier aurait très bien pu réussir. En fait, la route qu'il entendait suivre vers le pôle est à peu de choses près la même que celle de l'expédition actuelle. Le 28 juillet, les navires entrent dans la crête de glace à 72 degrés de latitude nord. Un bateau comme celui-ci consomme énormément de carburant. Et si vous réussissez à économiser 1 heure ou sur un très long voyage 1 journée, ça représente beaucoup. Fred Cotts est l'observateur de glace à bord du Louis Saint-Laurent. Mon travail sur le bateau consiste à fournir au capitaine le maximum d'informations sur les glaces, afin de l'aider à prendre des décisions sur la route à suivre. La glace possède différentes factures de couleurs. La glace de première année a une apparence très foncée. C'est la plus faible des glaces. La glace de deuxième année est un peu plus solide et renferme un peu plus d'eau douce. Il y a aussi sa couleur, qui est bleu-gris. Puis, il y a la glace de plusieurs années qui est habituellement plus volumineuse. Elle a une apparence plus ronde, plus bosselée. Et les flaques d'eau ou de glace fondue qu'elle renferme lui donnent un aspect d'un bleu très azuré. J'ai réalisé une étude de base sur certaines des couleurs que prend la glace lorsqu'elle est sous la surface de l'eau. Et c'est amusant, même la couleur de l'eau, la couleur de la glace commence à changer très légèrement aussi, soit du bleu au vert ou du vert au bleu, et parfois entre les deux. Des bleus de cobalt étranges et des bleus de télacinine, avec en prime tout plein de formations bizarres. Pour ce qui nous préoccupe, nous, c'est du pareil au même. De la vieille glace qu'on tente de repérer pour mieux l'éviter. Maintenant que les navires ont atteint la glace, Malcolm espère voir des ours polaires. Nous avons 2 bateaux. Nous avons des gens qui cherchent spécifiquement les ours et 4 hélicoptères prêts à s'envoler à tout moment. Alors s'il y a un ours dans les environs, nous sommes presque assurés de le trouver. Si ours il y a, il n'existe encore aucune preuve scientifique permettant de croire qu'on puisse en trouver aussi loin de la terre ferme. Mais c'est peut-être parce que personne ne s'est donné la peine d'aller voir. On a présumé que plus on s'éloignait du plateau continental, plus la productivité des océans diminuait et que l'effet de cette baisse de productivité sur la chaîne alimentaire était tel qu'il n'y aurait pas suffisamment de phoques pour supporter une population d'ours polaires. Malcolm n'a pas repéré d'ours lors de cette randonnée en hélicoptère, mais il a trouvé les restes d'un phoque à collier tué récemment et en partie dévoré par un ours polaire. Il y a donc des ours dans les parages. La question est de savoir s'ils vivent sur la glace de mer en permanence ou s'ils voyagent jusqu'à la terre la plus proche, qui est maintenant à près de 500 km au sud.
La teinte ici doit être parfaite. Si elle ne l'est pas, de ce côté surtout, ça va tout gâcher. Dans son petit studio sous le pont, Syl Drabbitt commence son premier portrait du voyage, celui de Art Grants, le chef de l'équipe scientifique du Polar Sea. Mon rôle a surtout consisté à veiller à ce que tout se passe bien, à ce que chacun ait un espace de travail adéquat, essentiellement coordonner les différents groupes. Je vais terminer cet œil-là. La spécialité de Art est la géologie marine, ce qui repose sous l'océan Arctique. À la première escale scientifique, Art et son équipe de géologues prélèvent au fond de l'océan un échantillon de sédiments vieux de plusieurs millions d'années. Les géologues utilisent un carotteur d'échantillonnage, un long tube creux muni d'un poids sur le dessus et qui tombe comme une lance dans la vase au fond de l'océan. J'ai voulu effectuer cette recherche pour tenter de comprendre le système de formation des crêtes du bassin de l'Arctique. Comment ont-elles surgi ici? Quelle est leur histoire? Et la réponse se trouve dans les carotteurs que nous lançons et qui nous ramènent des roches de fond sous l'épaisse couche de boue. Notre hypothèse est que dans certains échantillons exceptionnels, nous trouverons des roches de fond formées de calcaire et de silex noir, dont l'âge et l'environnement d'origine correspondent sensiblement aux roches que l'on trouve dans les îles de l'Arctique canadien. Il y a des milliers d'années, l'Amérique du Nord et la Sibérie faisaient partie de la même masse de terre. Art soupçonne que la formation du bassin canadien origine d'un étalement en forme d'éventail des deux continents. Des échantillons de roches identiques prélevés ici et dans la mer de Sibérie viendraient supporter cette théorie. À partir de cela, on peut déterminer l'âge de l'ouverture du bassin canadien il y a environ 132 millions d'années. Avant, il y a eu une crête qui s'est affaissée et dont la formation remonte probablement à 170 millions d'années. En franchissant le cercle arctique, cette ligne imaginaire qui divise le nord et le sud, on doit abandonner toutes ces idées préconçues de l'Arctique. L'initiation est réservée à ceux qui franchissent le cercle pour la première fois. Il y avait toute une dynamique là, qui s'est formée très, très rapidement à bord du bateau. Et c'était vraiment très, très excitant de travailler avec ce groupe-là. Et après quelques semaines, là, c'est vraiment c'est comme des conférences. Là, où, on se réunit et chacun discute des résultats qui ont été obtenus au fur et à mesure que la mission se déroule. Oui, on discute beaucoup sur le bateau. C'est très interactif. Puis, les gens discutent au fur et à mesure qu'ils font des nouvelles découvertes et on met tout le monde au courant. Knut Heygaard est le chef de l'expédition. J'imagine qu'on pourrait le considérer comme le parrain de l'Arctique, mais je crois qu'il n'aimerait peut-être pas la référence. Knut a apporté une importante contribution à la compréhension de la circulation de l'Arctique. Avec Eddie Carmack et Jim Swift, deux de ses étudiants, il a fait certains travaux vraiment impressionnants dans la région. Jim Swift dirige l'équipe océanographique qui recueille des échantillons d'eau de mer entre la surface et le fond de l'océan. Bien mesurer les océans n'est pas du tout démodé. Nous commençons seulement à réaliser qu'il nous faudrait très bien mesurer tous les océans de la planète pour tenter de comprendre comment elles fonctionnent globalement. Les échantillons d'eau sont recueillis à l'aide de ce qu'on appelle une rosette, 36 bouteilles de plastique placées sur un anneau double autour d'un cadre de métal. La rosette est descendue par le treuil du navire jusqu'à 10 mètres du fond. Un capteur sur le cadre avise alors l'équipage sur le pont qu'elle est en position et la première bouteille d'échantillon est fermée électroniquement. On remonte ensuite la rosette aux 35 autres profondeurs sélectionnées. L'eau est ensuite extraite avec précaution de chacune des bouteilles, puis testée dans le laboratoire du navire avec plusieurs contaminants naturels et artificiels. Tu peux essayer l'oxygène sur le numéro 1 si tu veux.
breaking through some dirty ice here. So I thought it had stopped, but we broke some floes and large floes, and it's pretty thick, A lot of sediment, Yep. Yeah, okay. Bye. Okay, we'll go up to the LOFCON, give you a look around the boat. The LOFCON? Yeah, nobody queasy on heights or anything? Not me. Karen Arnold, le lieutenant second, nous emmène visiter le poste du Polar Sea, une version moderne de ce qu'on avait l'habitude d'appeler le nid de corbeau. Karen est docteur en anthropologie de l'université Cambridge. Elle s'est enrôlée dans la garde côtière pour voir le monde, ou du moins autant qu'elle peut en voir de là-haut dans son kiosque. Quand vous naviguez dans la glace, vous devez être en mesure de voir aussi bien à l'arrière qu'à l'avant, parce qu'en principe, vous devez faire marche arrière dans la glace avec les hélices et le gouvernail. Vous voulez donc savoir ce que vous allez frapper et avec quelle force vous allez le frapper. Et si c'est possible, vous voulez faire marche arrière dans de la glace qui a déjà été broyée. Ici, vous avez une bonne vision périphérique, et c'est de cette façon que vous manœuvrez le bateau. Voilà ce qui propulse les 13 000 tonnes du bateau. Comme on me l'a dit quand je suis arrivée ici, peu importe ce que l'on frappe, ça va casser. Que ce soit un autre bateau, un quai ou de la glace, si on le frappe, ça va casser. Le navire vibre et sous les ponts, le bruit est assourdissant. Lorsque vous êtes sous la ligne de flottaison, on dirait un bruit de métal contre métal. La première fois que j'ai navigué sur de la vraie glace, c'était d'ailleurs à bord de ce bateau. J'ai passé 14 heures dans le poste de vigie avant de réaliser que j'étais là depuis si longtemps. J'étais absolument fasciné. Lorsque vous naviguez sur d'autres types de bateaux, la règle est de ne rien frapper. L'idée même d'un brise-glace, c'est oui, vous frappez, et vous frappez aussi fort que vous le pouvez. Ce ne sont pas toutes les glaces qui doivent être frappées de plein fouet. La plupart peuvent être éliminées d'une manière moins rude pour les bateaux. Mark Cusack, le chef mécanicien du Louis Saint-Laurent, recommande une approche plus douce. Cette étrave nous permet de grimper beaucoup plus sur la glace. Elle projette une plus grande partie du poids du navire sur la glace. Souvent, juste au moment où nous pensions que le bateau était sur le point de s'arrêter, j'ai vu la glace se casser, donnant ainsi encore plus d'impulsion aux hélices et un élan additionnel vers le prochain morceau de glace. La fissure que vous ferez dépend de l'endroit où l'impact sera le plus fort. Si vous abaissez un peu la crête de la glace, vous n'avez plus qu'à l'enfoncer. La puissance à votre disposition ne compte plus si les conditions ne sont pas favorables. C'est quelque chose que la mer vous apprend, savoir rester humble. Ça vous maintient à votre place dans le grand ordre de l'univers. Et voici l'itinéraire du bateau. Nous approchons du point ici, puis nous allons là, ensuite ici, puis jusqu'au pôle ici. Et où sommes-nous maintenant? Nous sommes à cette position-ci, numéro 15 précisément. À cause des conditions de glace, il est déjà difficile de prédire quand la prochaine escale scientifique pourra se faire. Mais comme il fait jour tout le temps, ça n'a pas vraiment d'importance. Même à 2 heures du matin, tout le monde est prêt à entrer en action. La seule perspective d'aller sur la glace est enivrante. C'est comme débarquer sur une planète inconnue. Les scientifiques peuvent se mettre au travail et finalement accomplir ce qu'ils ont planifié et attendu depuis 5 ans. Tony Gao étudie les différences entre la glace de mer et celle des glaciers. Les glaciers peuvent être âgés de plus de 1000 ans et avoir plusieurs kilomètres d'épaisseur. Ce n'est pas le cas avec la glace de mer. On estime que la longévité moyenne d'un morceau de glace dans le bassin arctique est de 7 ou 8 ans, et l'épaisseur varie entre 2,5 m et 3 mètres.
Michel Gosselin et Nathalie Simard veulent connaître la quantité de lumière qui pénètre à travers la banquise pour atteindre les algues en dessous. Durant chaque échantillonnage sur la glace, nous mesurons l'intensité lumineuse à la surface de la glace. 3, 2,27, 2,24, 2,27, 2,21. 68 à 73. Et également l'intensité lumineuse à la base de la glace. Et cette lumière-là est utilisée par les algues microscopiques pour faire de la photosynthèse. Pour construire de meilleures brise-glaces, il est impératif de bien connaître les glaces. C'est le rôle de Mary Williams. Savoir comment se forme la glace et comment elle s'épaissit aide à déterminer la meilleure façon de la briser. 1 mètre, 500 cm, oui, super. Nous avons finalement trouvé la combinaison de dents et de cliquets sur le fond du baril. Ça nous permet de sortir toute la carotte. Avant, nous perdions une partie de l'échantillon dans le trou. Terry Tucker étudie les bassins d'eau qui se forment l'été sur le dessus des glaces flottantes. Il y a des étangs de glace fondue ici, mais nous ignorons leur concentration et les caractéristiques de chacun de ces étangs. Si nous arrivons à mieux caractériser la surface de la glace, nous serons en mesure de faire de meilleures prédictions quant à la réaction de la couverture de glace, si par exemple la quantité de CO2 doublait et l'atmosphère se réchauffait. À 300 000 nautiques au nord de l'Alaska, l'expédition quitte finalement le plateau continental et pénètre dans la banquise polaire. Malgré l'épaisseur des glaces, Malcolm n'a toujours pas vu d'ours. If any polar bears are spotted, we'd like to know. The arrangement is we're going to try to capture them, and of course, and bring them back here, right? And we're going to use it. Well, you in front, you can run. Guys, would you try to be nice to Malcolm for the rest of the trip? Les premiers ours polaires sont repérés et le pilote Steve Hemphill et Malcolm partent en hélicoptère pour essayer de les capturer. Malheureusement, la tentative échoue. On a trouvé une femelle avec son ourson et l'ourson a choisi d'aller dans une direction complètement opposée. On pensait bien pouvoir tirer une fléchette à la mer puis retourner capturer le plus jeune, mais on a pensé à notre affaire et on a vu que la distance entre les deux augmentait de plus en plus. On a donc choisi de les réunir à nouveau. Il va sans dire que nos recherches perturbent la vie des ours. Je veux dire, nous leur créons du stress en les poursuivant en hélicoptère et en leur tirant des fléchettes. Je suis très conscient de cette perturbation. Ma justification est que les ours polaires sont gravement touchés par les humains à travers d'autres activités et que c'est seulement par notre compréhension de la dynamique de population de ces oursidés et de leur biologie fondamentale que nous pourrons mettre en place les mesures préventives appropriées pour assurer leur survie. Les biologistes qui travaillent avec les espèces menacées ont l'habitude de se faire dire qu'ils perturbent les animaux dont ils tentent d'assurer la survie. Même Oulatita, qui vit dans l'Arctique, remet en cause les méthodes de Malcolm. D'une certaine façon, ça me dérange, parce que je n'aime pas voir mes ours se faire poser des colliers et se faire lancer des fléchettes. On les mange. Ce sont les ours que nous mangerons. Les ours sont, à l'instar des humains, au sommet de la chaîne alimentaire de l'Arctique et ils constituent un maillon important de la longue chaîne de contamination qui commence avec le plancton et se termine avec l'homme. Quand les pesticides organochlorés sont apparus, non seulement au sommet de la chaîne alimentaire, mais aussi dans le lait des mers inuites, nous avons commencé à nous soucier des déversements et des dépotoirs locaux. Et nous avons également voulu savoir comment et pourquoi ces pesticides se retrouvent jusqu'ici, dans cet environnement vierge où ils ne sont pas utilisés.
Le département de santé et du bien-être social du Canada a recommandé à certaines communautés autochtones vivant à l'extrême nord du pays que les femmes cessent d'allaiter leurs enfants parce que les organochlorés trouvés dans leurs tissus, ainsi que dans le lait maternel, excèdent les taux qu'ils considèrent sécuritaires. Les ours sont soumis à un niveau comparable, sinon plus élevé, mais bien sûr, on ne peut pas aller leur demander « Je vous en prie, n'allaitez pas vos nourrissons ». Les gens disent qu'il y a quelque chose dans la chaîne alimentaire, dans ce que nous mangeons. Ce n'est quand même pas ça qui m'empêchera de manger la nourriture de mon pays. Vous devez fournir les preuves avant que j'arrête de manger la nourriture de mon pays. Quelque chose que je puisse voir. C'est une morue de l'Arctique. Un des gars du Louis-Saint-Laurent a eu l'idée de les pêcher pour tester les contaminants dans l'eau, les BCP et le reste. Alors je les pêche pour Robbie. Robbie a passé les derniers jours accoudé au bastingage du Louis-Saint-Laurent à attendre que les traves du bateau projettent de minuscules morues de l'Arctique sur la glace. Ces poissons, dit-il, sont de magnifiques assimilateurs de contaminants. Dès qu'il en voit un, il demande au capitaine Grandy de stopper le navire, puis il grimpe par-dessus bord chercher son trophée. Les poissons se situent entre le zooplancton et les phoques et constituent un important maillon d'assimilation. Aussi, nous ne savons pas du tout comment les organochlorés se répartissent dans l'eau. Mais il est possible, par exemple, que leur activité la plus intense ait lieu dans les 10 mètres supérieurs et que la présence des organochlorés dans les ours polaires soit directement reliée à l'activité qui se produit sur, dans et autour de la glace, dans l'algue de l'Arctique, dans le zooplancton qui vit à la surface de la glace, dans ces petites morues et dans les phoques. Ils vivent tous à la surface. À ces latitudes, la morue adulte de l'Arctique atteint à peu près la taille d'un éperlan. Et Robbie en a déjà trouvé 8. Eh bien, on va les mesurer, identifier leur sexe, établir leur âge et prélever sur eux des échantillons de contaminants organochlorés. On devrait aussi prendre des échantillons pour les isotopes d'acide carbonique. Pour faire ça, je n'ai besoin que d'un bateau de 20 000 tonnes. Plus Oulatita en apprend sur les problèmes de son environnement, plus il se sent concerné. L'essentiel de ma nourriture provient de l'océan. Et ce qu'ils me disent, je ne veux vraiment pas l'entendre. Les contaminants sont transportés dans l'Arctique par les courants marins en provenance du sud industrialisé. Ils grimpent ensuite dans la chaîne alimentaire de l'Arctique en suivant un parcours que tente de mettre à jour Michel Gosselin. Dans la colonne d'eau, on retrouve plutôt un type de chaîne alimentaire, qu'est-ce qu'on appelle la boucle microbienne. Les ânes dans la colonne d'eau et les ânes des glaces produisent beaucoup plus qu'on aurait pu penser de carbone organique dissous. Ce carbone organique dissous-là, il peut être utilisé par les bactéries. Ces bactéries-là sont mangées par des petits animaux unicellulaires qu'on appelle les protistes. Ces protistes-là peuvent être mangés eux-mêmes par le zooplancton métazoaire et qui eux-mêmes sont mangés par les poissons comme le morue arctique. Les choses mangent d'autres choses et une composante peut augmenter de plus en plus à chaque niveau. Par exemple, si je mesure le HCH dans l'eau et que je le mesure dans un poisson qui a vécu dans cette eau, je pourrais trouver que la concentration de HCH dans le poisson est 500 000 fois plus élevée que dans l'eau dans laquelle il vit. Le danger du biogrossissement est substantiellement plus élevé ici. Une substance toxique qui a une durée de résidence d'à peine quelques heures dans les eaux chaudes du Sud peut subsister pendant 60 ans dans l'Arctique. Il y aurait beaucoup de contaminants dans l'océan Arctique là, qui proviendraient des rivières, des polluants qui sont rejetés à partir des différentes rivières qui se jettent dans l'océan Arctique. C'est une véritable conspiration chimique qui convertit l'Arctique en dépotoir des substances polluantes produites à des milliers de kilomètres de là. Ce qui explique pourquoi le lait maternel d'une Inuit peut contenir des traces d'un insecticide chimique comme la toxaphine qui servait à arroser les champs de coton en Alabama il y a 30 ans. En s'enfonçant dans les glaces, la progression devient de plus en plus lente et difficile. L'Arctique est sans fin et la solitude se ressent. Chacun brise la routine du travail et du panorama de glace à sa façon. And that's mistake number one.
Ceux qui ont déjà participé à de longs voyages de ce genre savent que cette impression d'isolement va passer et qu'il va se développer un profond sentiment d'appartenance au groupe. J'ai été mauvais garçon. Ils m'ont fait peler les pommes de terre. That's it. We're finished. We're getting worse. Il y a toujours le soulagement d'un bref appel téléphonique à la maison. J'ai découvert le secret contre le mal de mer. Il suffit de manger beaucoup. C'est par satellite. C'est sur Inmarsat. Ne dis pas à Arnie combien ça coûte. $30 la minute. C'est une aubaine. Hasta la vista. Yeah, it's a lot of dynamics here in this area. If it gets to that pool over there, we'll be doing all right. À l'escale scientifique suivante, Art Grants désire faire une lecture du fond de l'océan au moyen d'un équipement sensible aux secousses sismiques. Le halage de ces masses sismiques exige beaucoup de coordination car les deux navires doivent travailler en tandem à travers la glace sur une distance de 160 km. À une des extrémités, on retrouve une configuration triangulaire d'émetteurs qui projette une séquence d'ondes de son dans le fond de l'océan. C'est en mesurant le temps que prend l'écho pour retourner aux hydrophones qui sont attachés au mât que Art et son équipe peuvent établir un portrait sommaire de l'histoire du lit de l'océan Arctique depuis des millions d'années. Mais un tel plan exige des conditions de glace favorables à la navigation. Et actuellement, il semble que l'Arctique refuse de collaborer. Yeah, I see what you're talking about. I'm a little concerned about getting up around the corner here to the right. I do see a lot of pressure up there, but I don't see any water through it. But we're going to have to stick the nose up there and take a look. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu beaucoup de répit pendant ce voyage. On a frappé des morceaux de glace continuellement, ou du moins à toutes les quelques minutes d'intervalle. Il n'y a tout simplement pas eu de portion facile. Tell the Louis to hold off right about at this position. We'll take a run up the end of this Polenia and see if we got an outlet to the north, because I see good water up there northeast. Otherwise, we may have to come back to this one and beat her up there to the northwest. Les capitaines et les chefs scientifiques doivent prendre une décision difficile. Ils peuvent faire dévier les deux bateaux à 35 km de l'itinéraire établi, et cela dans des conditions imprévisibles, ou simplement mettre sur la glace le programme sismique de Art. Nous voulions tirer une ligne sismique entre le nord du bassin canadien et la crête de Mendeleïev. C'est difficile de faire du halage sur des eaux couvertes de glace. Mais les conditions de glace ont convaincu Knut Egart, le leader du projet, qu'il n'était pas recommandable d'aller là-haut. Les endroits où l'on voulait prendre nos mesures n'ont pas été accessibles jusqu'à présent. Alors j'ai annulé le tout en espérant qu'on nous accorde plus tard un peu de crédit pour le temps que nous aurons fait épargner à cette expédition. L'épaisseur des glaces est une déception pour Hart et les autres géologues, mais pas pour Malcolm et son collègue Sean Fairley, car qui dit glace épaisse, dit ours polaire. Malcolm a pu tirer des fléchettes sur 3 ours, une femelle et ses 2 petits. Il tient la toute première preuve que les ours polaires peuvent se reproduire aussi loin de la terre ferme. Chacun des ours reçoit une dose de tranquillisant en fonction de son poids. Ainsi, la mère et les petits se réveilleront en même temps. Nous prélevons des échantillons de tissu, nous prélevons du sang. Nous faisons aussi une biopsie du gras présent dans la peau de la croupe. Et nous nous servons de tout cela pour examiner le niveau de contaminants, en particulier les organochlorés qui se logent dans les graisses. Avant ce voyage, virtuellement, tous les biologistes de la planète spécialisés en ours polaires ont tenté de me dissuader de venir jusqu'ici. Il n'y aurait pas d'ours, je perdrais beaucoup de temps et je n'accomplirais pas grand-chose. En fait, je pense que notre travail est une grande réussite. Geez, they were rich. Yeah. Tastes like cream. Yeah, it's one of the richest milks there is.
It's like whale's milk. How many vials do you want? I just need 1 vial of that. Okay. Thank you. Les navires sont maintenant à 1600 km de la Terre la plus proche, et Malcolm énonce l'hypothèse qu'une importante population d'ours polaires vit en permanence sur la glace de l'Arctique. Cela risque d'augmenter considérablement l'estimé de la population mondiale d'ours polaires, qui s'élève actuellement à 30 000 ours. Qu'adviendrait-il de ces animaux qui dépendent de la glace si un réchauffement global diminuait ou faisait fondre entièrement la calotte glaciaire? It's going haywire, Malcolm. 479. 479. You got this, Steve? 479. 7893. 7. It's turned on? Yep, I got a signal out of it the other day, so. Malcolm pose un collier radio uniquement à la femelle. Les colliers risquent d'étouffer les oursons quand ils grandissent et le cou des mâles est plus large que leur tête, alors ils glisseraient. Le signal radio du collier de la femelle sera capté par satellite. Voilà le genre de données que nous allons obtenir. Ce sont des données que nous amassons dans la baie de Baffin et dans le détroit de Davis. Ce sont les déplacements d'un ours solitaire pour une année entière. Les différentes couleurs correspondent aux saisons. Et voilà un suivi de 10 à 15 ours sur une période d'1 an. Le 14 août, après avoir brisé plus de 3000 km de glace, les navires atteignent la 85e latitude nord. Jusqu'à présent, les seuls bateaux nord-américains qui ont atteint le 85e parallèle ont été des sous-marins. Le premier fut le USS Nautilus en 1958, qui s'est ensuite rendu jusqu'au pôle. Nous, on s'en fout des sous-marins. Nous, on parle des navires de surface, OK? On s'en fout des sous-marins. C'est de l'histoire ancienne. Mais ils ont triché, c'est vrai, ils n'avaient pas de glace à briser. Selon l'équipage, utiliser un sous-marin pour se rendre au pôle Nord sous la glace, c'est comme monter dans un ascenseur pour atteindre le sommet d'Everest. Ça ne compte pas. Félicitations ici. Vous venez tout juste de piloter le navire au-delà du point le plus au nord, jamais atteint par un navire de surface américain. Félicitations, Monsieur Carroll. On est loin de l'académie, non? C'est chouette de se retrouver au livre des records, même pour une courte période. Si on se rend au 90e parallèle, personne ne pourra nous battre. Impossible de se rendre plus au nord. Atteindre le 85e parallèle comporte également quelques inconvénients. La plupart des systèmes de communication satellite ne sont pas conçus pour être utilisés au sommet de la Terre. Leurs signaux voyagent en ligne droite et la Terre est sphérique. Au-delà du 85e, ils passent loin au-dessus de nos têtes. D'ici quelques minutes ou quelques heures, nous ne serons plus en mesure de recevoir des appels téléphoniques d'Inmarsat. C'est donc probablement la dernière journée pour les communications téléphoniques avec le Sud. Bob Brittner recueille de l'information sur les glaces à l'aide du Terrascan, un système informatique qui fonctionne par satellite. Au 85e parallèle, le Terrascan commence lui aussi à flancher. Le DMSP est une bande très étroite et on ne l'obtient plus du tout maintenant. C'est peut-être justement parce qu'elle est si étroite qu'on obtient une sorte d'erreur d'angle. On pense au gyro, on pense au logiciel. Ça n'a jamais été fait auparavant. Dans le laboratoire de géologie, Steve May a connu lui aussi une panne d'ordinateur. Dépasser le 84e parallèle, c'est comme lorsque vous établissez une carte du monde et que vous tentez de déplier le monde sphérique. Vous avez l'Antarctique qui s'étend à travers toute la carte. Quand nous avons fait cela au 84e, la fonction carte a flanché. Elle est allée à l'infini et puis plus rien. Le satellite part et revient, Normand. À vous. Le satellite de positionnement global, le SPG, peut peut-être fonctionner à cette latitude, mais il est également possible qu'il ne fonctionne pas. Plus on avance vers le nord, moins la couverture satellite est bonne. On a déjà eu une première panne du SPG. On se demandait jusqu'où ce SPG allait pouvoir se rendre et comment on saurait si on était bel et bien rendu au pôle Nord.
car notre unité SPG ne serait sans doute pas en mesure de nous le dire. Sans lien satellite, nous perdons non seulement notre position, mais nous perdons également quelque chose d'aussi crucial, notre information quotidienne sur les glaces. Pour naviguer, nous avons besoin de cartes des glaces, et si nous ne pouvons les obtenir par satellite, nous devrons les obtenir d'une autre source. Les deux capitaines décident de demander à un avion de la garde côtière de survoler la route prévue et de nous envoyer une image radar des conditions de glace. Fred établit le plan de vol que l'avion doit suivre. Si on plonge là-dedans, on risque de perdre notre temps. Arrière toute, il faut aller vers l'arrière gauche, environ la moitié de la longueur du bateau. On n'a pas d'avenir par là. Reculez en ligne droite à travers le polyèdre et prenez à gauche. J'appelle le Louis et je leur demande de rester où ils sont. Quand la progression est lente, le délai entre les escales paraît interminable. Les scientifiques et l'équipage de la garde côtière n'ont rien à faire, sauf de la pizza, bien sûr. Voilà le chef de la pizza. Oh, vous savez, je suis seulement le chef cuisinier. En fait, ils savent comment faire de la bonne pizza. Ah oui, ils sont pas mal bons. Ils mettent ce qu'ils veulent là-dedans. Il y a de la boue dans une des pizzas, je vous jure. Mais je ne vous dis pas laquelle. Ouais, je leur ai dit de pas mettre de chaussettes là-dedans, mais ils les ont mises quand même. Oui, ce sont leurs propres recettes. Hein. Dans le nord de l'Arctique, l'horizon est toujours vide, mais jamais aussi vide que lorsque vous attendez un envoi par avion. L'avion passe une première fois à 15h35. Il fait froid et il vente. Règle générale, l'Arctique reçoit moins de précipitations que le désert du Sahara. Mais aujourd'hui, il neige. L'avion approche à basse altitude. Il frôle le mât. Il laisse tomber un petit contenant sur la glace, à environ 300 mètres de l'étrave, à tribord. Le capitaine envoie un hélicoptère pour le récupérer et l'avion fait un dernier survol avant de retourner à sa base, en Alaska. Oui, dis à Dave que tout est correct. C'est ce qu'on voulait. On n'a pas vérifié encore. Mais on va le faire dans un instant. C'est étonnant ce qu'on peut faire avec du papier hygiénique, non? Les îlots de glace sont beaucoup plus petits que ce qu'ils avaient prévu au départ. Mais il dit qu'il n'en a repéré que les 9/10. Fred a maintenant l'image radar de l'avion, mais son Terrascan est en panne et il doit donc établir manuellement la position du navire sur la carte. Les cartes de l'avion donnent deux itinéraires possibles pour le pôle, un par l'ouest, l'autre un peu plus à l'est. Notre position actuelle est quelque part le long de la route ouest. Art veut que nous prenions la route est afin de tirer une ligne sismique à travers la crête de Lomonosov en chemin vers le pôle. Le capitaine Grandy est réticent à l'idée de traverser des glaces inconnues pour rejoindre la route est. Sa solution, demander un nouveau survol de l'avion, cette fois pour dresser la carte des glaces entre les deux routes. Sierra X-ray 824, go. Roger, just to keep you in the picture, we had to shut down an engine, so we're unable to complete the mission. How copy? Roger, understand that you've had to shut down an engine and you're unable to complete the mission. Is that correct, over? That is affirmative. There's no dire emergency. We'll just have to head home. Over. Roger, Roger. Understand you want to head home. Very good. We had an engine failure. Mike, would you pass on to Captain Brigham that the aircraft just had an engine failure? Cruel and unusual punishment. Well, that's the brakes. Cette panne de moteur signifie que nous n'avons pas d'informations sur les glaces pour la route Est et une reconnaissance effectuée en hélicoptère fait état d'épaisses glaces. Après une nuit entière de délibération, Knut et les capitaines décident de ne pas risquer de faire échouer les 49 autres projets pour une ligne sismique.
Une fois de plus, la ligne sismique de Hart est reportée au prochain voyage. C'est à cause des mauvaises conditions de glace? Non, absolument pas. On a déjà travaillé dans des glaces bien pires. Ce n'est pas la glace, c'est le manque de temps. Au retour, personne ne va vouloir revenir dans cette région. C'est vrai, non? On ne peut pas revenir avec de mauvaises conditions de glace, ce n'est pas l'objectif. Le but de cette expédition était une étude scientifique dans une région difficile à atteindre et non pas traverser cette région uniquement pour rejoindre le pôle. Dans la deuxième partie du voyage, nous allons tenter de trouver de bons parcours sismiques. L'étendue de notre réussite sera encore une fois déterminée par les conditions des glaces. Vous noterez que la route est pratiquement en ligne droite vers le nord. Aucune déviation. Je pense que nous allons nous rendre au pôle, puis ensuite aller au diable. Je répète, vous pouvez transmettre que tout va bien à bord des 2 navires aujourd'hui. Nous espérons lui donner demain, en fin de journée, une réponse à sa demande pour un TEA pour le pôle. Dites-lui que nous sommes un peu inquiets à ce sujet. Nous sommes tous très excités, mais un peu inquiets à l'idée d'obtenir un TEA. À vous. Nous entrons actuellement dans une zone de vieille glace. Ça regarde plutôt mal. Un bleu... oui, un bleu meurtrier. Nous sommes le 19 août. Si tout se déroule comme prévu, le point médian de l'expédition aura été atteint. Dans la menuiserie du Louis Saint-Laurent, Icacsac et Oulatita fabriquent un Comatec, ou traîneau à glace, que les scientifiques utiliseront pour transporter leur équipement sur la glace. À la latitude de 88 degrés 51 minutes nord, les scientifiques s'arrêtent pour une série de tests. Ils essaient de ne pas penser au fait qu'il n'y a que quelques mètres d'eau gelée qui les séparent du fond de l'océan, à 3 km en dessous d'eux. Vous poussez ici et ça doit céder quelque part. Donc ça émerge à la surface dans un grand craquement et ça donne ceci. Mary Williams examine un morceau de glace qui a été projeté par l'étrave du navire. La pression exercée sur la glace a été si forte qu'elle porte des marques de peinture provenant du navire. Certains des tests que je vais faire en laboratoire adressent précisément cette question. Quelle pression doit-on exercer pour que ce genre de choses se produisent? Icacsac, Oulatita et Mary coupent à la scie mécanique des sections horizontales de glace. Puis ils les taillent en forme de poutre. C'est ce qu'il nous faut. Mary vérifie ensuite dans son laboratoire la force élastique des poutres en utilisant un instrument qu'elle a conçu à cet effet et qui mesure exactement le niveau de pression pour briser une glace vieille de plusieurs années. Le poids est appliqué sur la partie de la couche de glace qui touche à la coque, et il est également appliqué à la coque. Puis, la partie de la glace qui est la plus éloignée de la coque s'affaisse parce qu'elle plie. Donc, le poids pousse ici, mais ça s'affaisse là, derrière. Là, voyez cette belle fissure périphérique? Ensuite, le morceau tombe et s'enfonce sous l'eau. Durant les 15 ou 20 prochaines minutes, nous allons tenter de trouver un endroit propice pour débuter une expérience. Si vous voyez un endroit où vous voulez arrêter, dites-le nous. Nous allons chercher un bassin et virer dans sa direction. Trouvez-nous cet endroit. À vous. Oui, Passerelle, on a été chanceux jusqu'à présent, mais comme vous pouvez voir, la visibilité n'est pas terrible et ça nous inquiète beaucoup, parce qu'on a déjà traversé plusieurs étangs et on risque qu'il n'y en ait plus. Bon, il y en a un ici. Regardez, droit devant nous, monsieur. Oui, il y en a un droit devant nous. Ça devrait faire l'affaire. Vous ont-ils trouvé un bon endroit? Oh, excellent. Dans le bassin à l'est de la crête de Lomonosov, le lit de l'océan est à 3000 mètres de profondeur. Il faut plus d'1 heure pour descendre la rosette au fond et encore une autre pour la remonter.
Montez à 3000, s'il vous plaît. Après plus de 50 mises à l'eau, on commence à accumuler certaines données fascinantes. Toute la colonne d'eau est sous les 34,9 degrés Celsius. Oui, c'est du sérieux, ça, c'est beaucoup plus chaud. Plus nous allons profondément dans l'eau, plus ça devient froid, jusqu'à un point où la température atteint un minimum, puis commence à se réchauffer. Elle demeure chaude jusqu'à une profondeur d'environ 2000 mètres, puis elle refroidit à nouveau. Chaque fois que nous rencontrons cette couche atlantique, nous voyons qu'elle est de 0,2 de degré à 1 degré plus chaude que ne le montrent les données historiques. C'est un phénomène qui se produit dans tout l'océan Arctique. Nous constatons que quelque chose se produit à l'intérieur et il est important d'en connaître l'ampleur. Et ça va prendre encore beaucoup de travail. Il est important de savoir si c'est continu. Nous devons suivre de près ce genre de phénomène et nous devons comprendre pourquoi c'est arrivé. Il se peut que ça ne soit qu'un curieux incident, mais ça pourrait aussi être une catastrophe. Il y a assez de chaleur contenue dans cette couche d'eau de l'Atlantique pour faire fondre toute la glace de la calotte polaire si elle devait monter à la surface. Il n'y aurait plus de glace dans l'Arctique. Nous serions alors sur une autre planète. Les études démontrent que la température moyenne de la Terre a augmenté d'1,5 degré depuis le siècle dernier. Une moyenne d'1,5 degré signifie qu'elle peut avoir augmenté de 2 degrés dans l'Arctique, ce qui est suffisant pour entraîner une réduction de la couverture de glace. En plus d'être le résultat du réchauffement global, une telle réduction pourrait contribuer également à l'accélérer. Imaginez que vous photographiez la planète de l'espace et qu'une moitié de l'année, vous ayez du blanc brillant et que l'autre, vous ayez du bleu foncé, des bruns et d'autres couleurs de terre. Ce changement de réflexion de la Terre pour ces zones de neige saisonnière et de couverture de glace a un impact immense sur le budget de chaleur de la Terre. Ou bien la chaleur sera absorbée, ou bien sera renvoyée dans l'espace. Dans le passé, des événements se sont produits sur la planète qui en ont considérablement changé le climat. Sans l'intervention des humains, nous n'y étions pour rien. Et ils se produisent encore. Mais nous pourrions accidentellement déclencher ce genre de changement, très simplement, sans en être conscients. C'est toujours l'été arctique. Il fait jour pendant 24 heures et la température se maintient aux environs de 2 degrés Celsius. Il fait assez chaud pour se baigner dans un étang d'eau fondue pendant que les scientifiques terminent leur station. Mais dans quelques jours, l'Arctique débutera sa transition annuelle vers l'hiver. La température glissera sous zéro et les étangs d'eau fondue recommenceront à geler. Est-il possible que des plantes délicates et des animaux survivent sous plusieurs mètres de glace ancienne et épaisse? On est étonné de voir la quantité d'organismes à tous les niveaux trophiques qu'on retrouve ici et aussi l'activité de ces organismes-là. Jusqu'à ce voyage, les ouvrages sur l'Arctique soutenaient qu'il y avait très peu de vie dans ces zones nordiques éloignées. En d'autres mots, que l'Arctique était un désert biologique. L'argument pour dire que l'Arctique ou l'Arctique centrale est très, très peu productive, c'est qu'elle est couverte de glace. Diminue la quantité de lumière reçue par le phytoplancton marin, diminue la très faible production primaire. Et ce qu'on réalise, c'est que la glace a un rôle positif, très, très positif dans l'Arctique. Cette glace-là peut être colonisée par les algues des glaces, à la fois à sa surface et à la fois à sa base. Ça s'appelle du plancton et c'est un peu comme une poussière très fine. On pourrait penser qu'il s'agit de sédiments et ça pousse à la base de la glace. Et au printemps, ça fleurit. Comme le découvre Nathalie, il y a des façons plus simples de recueillir des échantillons d'algues de glace. Il y a aussi des plongeurs qui travaillent avec nous. Il y a beaucoup d'algues qui ne sont pas nécessairement incorporées dans la glace. Ils sont à ce qu'on appelle à l'interface entre l'eau et la glace. Alors, avec une espèce de, ce qu'on appelle un slurp gun, c'est une espèce de seringue. Ils vont aller chercher ces algues-là. Il y a environ 10 fois plus de production primaire que les dernières estimées. Et ça, c'est entre autres parce que les anciennes mesures ne considéraient pas la quantité d'algues qu'on retrouvait dans la glace. En considérant ces algues-là, on a des estimés de production qui sont beaucoup plus élevés que ce qui avait été fait auparavant, ce qui avait été mesuré auparavant.
Les biologistes et les plongeurs découvrent qu'il y a beaucoup de végétation dans la glace et ils commencent à se demander où sont les animaux qui se nourrissent de ces plantes. Hey, Matt, can you try to get some little small animals? I cannot see any inside this one. Le principal organisme qui se nourrit d'algues de glace est une minuscule créature qui ressemble à une crevette et qu'on appelle amphipode. Pour tenter d'en attraper quelques-uns, les plongeurs emportent avec eux de petits filets et une caméra vidéo sous-marine. Sur la glace, Michel et Nathalie attendaient patiemment leur prise. Great. Thanks, Matt. C'est le principal brouteur des algues de glace. Ah, yes. Il m'est apparu qu'il pourrait être possible que la chaîne alimentaire des ours polaires de cette région ait un lien direct avec cette communauté qui vit dans la glace de mer. Et les travaux de Michel et Nathalie à bord du Polar Sea viennent largement supporter cette théorie. Ils ont découvert que les plus grandes richesses biologiques se retrouvent à proximité de la glace. Les algues, qui vivent à la base de la glace, nourrissent de petits organismes qui, à leur tour, en nourrissent d'autres plus gros, lesquels se retrouveraient ensuite dans l'alimentation des poissons. Polar Sea, on a repéré une inquiétante vibration dans l'un des 3 arbres d'hélice. À sa façon, Dan Oliver, le chef mécanicien du Polar Sea, est sur le point de passer à l'histoire. Malheureusement, j'ai l'insigne honneur d'être la première personne à avoir perdu une pale d'hélice. Vous savez, nous avons endommagé des hélices dans le passé sur ce type de bateau, mais c'est la première fois que nous perdons une pale d'hélice. Quelque chose s'est rompu à l'intérieur du moyeu, puis a complètement lâché et la pale s'est envolée du navire. Elle s'est envolée du moyeu pendant qu'elle tournait et malheureusement, quand elle est partie du tribord, elle a accroché l'hélice centrale et arraché quelques morceaux de la pale du central. Nous avons découvert aujourd'hui que même si les dommages du Polar Sea ne sont pas très graves, ils l'empêcheront de poursuivre son travail sur la glace. Cela veut dire que nous ne pouvons pas revenir par le même chemin pour retourner à Point Barrow, tel que prévu dans le plan. Nous devons plutôt atteindre le pôle, le traverser et ressortir par le détroit de Fram de l'autre côté du Groenland, parce qu'il y a beaucoup moins de glace par là. Voilà de bien mauvaises nouvelles pour le programme sismique de Art Grants. Il comptait sur le voyage de retour pour examiner les caractéristiques du lit de l'océan qu'il avait manqué à l'aller. À la réunion scientifique du lendemain, Eddie fait état des changements qui devront être apportés au plan scientifique de chacun. La décision a été prise de ne pas tenter cette ligne de carotte sismique. La plupart des scientifiques peuvent s'adapter à la nouvelle route, mais tout le programme de Art doit être mis au rencard. Je n'ai jamais vu ça. Que quelqu'un soit invité comme chef de mission à apporter une importante contribution à une expédition et qu'on ne lui permette pas de réaliser ce qu'il a à faire. Pendant que les autres scientifiques se dépêchent d'ajuster leurs expérimentations en fonction de la nouvelle route, le capitaine du bateau se demande si le problème d'hélice du Polar Sea va se stabiliser ou empirer. Pour vous donner une information sur un genre d'activité que vous reconnaîtrez sûrement, nous vous annonçons que nous allons avoir un mariage au pôle Nord. Il y aura donc beaucoup d'électricité dans l'air. Il s'agit de Doug Seaberg et de sa femme Louise. Le mariage aura lieu sur le pont des embarcations. Entre 2 voyages. En haut à 300 mètres, il dira « oui, je le veux ». Alors qu'ils approchent du pôle, ils reçoivent un message radio en provenance de la station de la garde côtière de Resolute. Leur radar a détecté 3 signaux dans le nord de l'Arctique, et non 2. Ils ont de la compagnie.
Vous allez trouver un brise-glace soviétique à 19 km du pôle. Il s'agit, je pense, du Yamal. Je crois qu'il transporte des passagers. Vous le connaissez peut-être. J'appelle le brise-glace Yamal. Brise-glace Yamal, ici le brise-glace Louis-Saint-Laurent de la garde côtière canadienne. Le Louis-Saint-Laurent, à vous. L'apparition imprévue d'un brise-glace soviétique à propulsion nucléaire dans ces eaux est inquiétante. Pourquoi ne répond-il pas aux messages radio? Je pense qu'il ne nous aime pas. Connaissent-ils des difficultés dont il préfère ne pas parler? C'est une question troublante quand on sait que le Yamal est un brise-glace à propulsion nucléaire. Même avant Tchernobyl, l'ancienne Union soviétique a connu toute une série de problèmes avec ses réacteurs nucléaires. Durant les années 60, des villes entières du fin fond de l'Union soviétique n'apparaissaient sur aucune carte. Chelyabinsk 40, Krasnoïarsk 26, Tomsk 7. Ces villes produisaient du matériel pour les programmes d'armement nucléaire soviétiques et ils déversaient leurs déchets directement dans les fleuves Genessie et Ob. Quand des traces de radioactivité ont commencé à apparaître dans l'Arctique, le gouvernement soviétique ordonna que les déchets soient plutôt déversés dans les lacs. Mais le mal était fait. L'océan Arctique russe est aujourd'hui l'endroit qui a le plus haut niveau de radioactivité au monde. Durant une des réunions scientifiques quotidiennes, Cathy Ellis explique jusqu'où a pénétré la radioactivité dans le nord de l'Arctique. Les sources de radioactivité dans l'océan sont le césium-137, le césium-134, le strontium-90. Ils sont tous produits durant les essais nucléaires. Ils sont également libérés dans l'environnement à partir des usines de transformation nucléaire. En Grande-Bretagne, une de ces usines, la Sellafield Processing Plant, déverse de grandes quantités de césium et d'iodine-129 dans la mer d'Irlande. Ces substances toxiques voyagent vers le nord jusque dans l'Arctique. Il y a aussi une usine de transformation en France et plusieurs le long des fleuves de Russie. À l'ouest, des environnementalistes prélèvent des échantillons dans les fleuves et nous font parvenir ces informations. Les contaminants que l'on retrouve dans le secteur russe depuis quelques années, notamment les radionucléides et les organochlorés, nous inquiètent grandement. Ce n'est pas une blague. Nous pensons qu'il est important pour l'intérêt national des deux pays qu'une déclaration soit faite en ce qui concerne les capacités et les implications pour le nord de l'Arctique. Nous avons une contribution à apporter et un rôle à jouer. En tant que pays, l'océan Arctique est d'un intérêt crucial pour nous. Et nous avons besoin de pouvoir y accéder, que ce soit à des fins scientifiques ou tout simplement parce que nous voulons exercer notre capacité d'aller à peu près n'importe où sur la Terre, quand nous le voulons, quand c'est nécessaire. N'importe où, en théorie, mais le capitaine Brigham est toujours aux prises avec une hélice brisée. Le Polar Sea avance toujours, mais il le fait avec les 2/3 de sa puissance originale. L'hélice ne peut être réparée en mer, alors le capitaine Brigham la laisse tourner librement. Compris. Le nom du brise-glace, c'est le Yamal. Yankee, Alpha, Michel, Alpha, Lima. J'essaie d'entrer en communication avec lui depuis les 8 ou 9 derniers jours. Je leur ai même envoyé un téléx via Canadien Pacifique. Mais je n'ai aucune confirmation que le Yamal l'a reçu. Vous pensez atteindre le pôle lundi, n'est-ce pas? Nous devrions atteindre le pôle probablement tard demain soir. Le moral sur le Polar Sea est moins optimiste. Le capitaine Brigham sait que la banquise jusqu'au pôle Nord est sous plus de pression encore que toutes les glaces rencontrées auparavant. Contrairement à ce que l'on craignait, le SPG fonctionne toujours. Il affiche 89 degrés 52 minutes. Les navires se trouvent à 13 km du pôle Nord. Personne n'est allé se coucher. 2.8 miles. Well, have a nice Christmas. Well, thank you very kindly. Je ne veux tout simplement pas faire de bêtises. Je scrute l'horizon pour essayer de voir quelque chose. Je n'aime pas forcer le destin. On va y arriver si Mère Nature le veut bien. J'aimerais trouver la combinaison magique pour les quelques kilomètres qui restent. Depuis près de 4 siècles,
Le pôle Nord n'a été qu'un point théorique sur le globe, un lieu magique où tous les fuseaux horaires et toutes les longitudes convergent. La glace est empilée en crêtes comprimées qui semblent repousser délibérément les navires en dehors de leur route. À 1 heure, ils ont dévié de plus d'1,5 kilomètre de leur route. Devant, on ne voit rien que de la glace ferme. Deux heures seront dépensées à reprendre le terrain perdu. À 4 heures du matin précisément, les deux capitaines donnent l'ordre de stopper les machines. Le pôle Nord est atteint. Pour le bénéfice de tous, l'officier commandant de ce navire m'a confié l'insigne honneur d'annoncer que le brise-glace de la garde côtière, le Polar Sea, a maintenant atteint le point le plus au nord jamais atteint par un navire de surface des États-Unis. Je suis montée tout de suite à la timonerie. J'avais le goût de vivre l'événement avec tout le monde. Et aussitôt que je suis rentrée, il y avait le capitaine du Polar Sea qui était là, qui était entré, qui me serrait la main. Puis j'ai vu dans ses yeux là, que c'était un événement extraordinaire. Nous sommes les premiers Canadiens français à atteindre le pôle Nord. Probablement, là, mais il faudrait vérifier. J'ai attrapé au pôle Nord un petit squid qui sera la mascotte. Oh, yeah. What else do you want to know, partner? Je viens d'à côté d'Halifax. Je veux simplement que vous sachiez qu'il y a des communautés noires au Canada. Beachville est environ 13 km d'Halifax. Et si vous regardez sur mon écusson, vous verrez, c'est là. Et maintenant, je suis au pôle Nord. Stupéfiant. Ouais, c'est stupéfiant. J'ai toujours dit que si je me rendais au pôle Nord, je fumerais un cigare. Ed Carmack la partage avec moi. Eddie a apporté avec lui les ouvrages des 3 explorateurs qui l'ont inspiré durant cette odyssée vers le pôle Nord. Les auteurs n'ont peut-être pas réussi à se rendre aussi loin, mais leurs livres, oui. Et Eddie a demandé au capitaine Grandy de les lui dédicacer. The Long. Nansen. Et Bernier. Il est environ 2 heures du matin. Je pense que nous serons au pôle pendant 36 heures. Ce sont les dernières nouvelles. Nous allons commencer à faire un autre type de recherche maintenant. Jusqu'à présent, nous avons navigué dans des eaux où aucun bateau ne s'était aventuré auparavant. Maintenant, les scientifiques vont retourner dans un territoire qui a déjà été observé. Mais il y a toujours des résultats surprenants. On a mesuré au pôle Nord des fortes biomasses dans la glace. Donc, la vie à l'extrémité nord de la planète est beaucoup plus élevée que ce qu'on s'attendait au départ. Après un long et mystérieux silence, le capitaine russe répond finalement aux signaux.
Il broie la glace et la transforme en une espèce de soupe. Nous voulons vraiment savoir comment ils peuvent opérer de cette façon sans endommager continuellement leurs hélices. J'aimerais bien l'emprunter pour faire un tour. Le Yamal a à son bord une équipe de télévision et un groupe d'enfants de différents pays qui sont venus tourner une émission spéciale. Пока не появилась я! В пещере сталактитной жил парень первобытный. Девицу первобытную он встретил у ручья, и у них родились детки. Je ne sais pas ce que je m'attendais à trouver au pôle Nord. Un bâton fiché dans la glace, de magnifiques aurores boréales. Mais certainement pas ça. My grandpa came from Russia, my grandma came from Russia. They met in Nova Scotia, I had my dad in Tennessee. Then they moved to Yokohama, their daddy beat my mama. That's from Alabama, and grandma's from Cherokee. Le Yamal a emmené au pôle Nord ses 55 jeunes artistes et leurs parents pour souligner l'année internationale de la famille. La performance est transmise en direct en Russie par une station de télévision de Moscou. Yamal at the Polar Sea, Yamal at the Polar Sea. Добрый день. Я приглашал Майкла. Kent Burger North est océanographe à bord du Polar Sea et il est le seul de notre groupe qui parle le russe. Il aide donc à organiser l'atterrissage d'un des hélicoptères russes sur le bateau américain. Okay, спасибо большое. Their chopper is going to be about 12 tons. We need them to be lighter than that when they come over. Okay. 22,000 pounds is actually our limit. If you want, I can call him back. Normal takeoff weight, it says, is 24,250. So if he has slightly less fuel, then we should be okay. До свидания. 9.5. They can fly it at 9.5. That works. That works. We can do it. Polar Sea International Airport. Sur un bateau, l'heure qu'il est n'a d'importance que pour l'interaction entre les passagers. À bord des deux brise-glaces, les montres n'ont pas été changées depuis l'Alaska, il y a plus d'un mois et 5 fuseaux horaires. On fait des projets pour organiser un repas avec les 3 bateaux. Ça pourrait être un dîner ou un petit déjeuner, selon que vous arrivez de l'Est ou de l'Ouest. La Russie, le Canada et les États-Unis ont leur navire étendard au pôle Nord. Et ils se sont rencontrés là par hasard. La coordination et la planification qu'il aurait fallu faire pour que cela se produise, pour qu'ils se rencontrent, auraient été si complexes et si difficiles à réaliser qu'on aurait vite abandonné l'idée. On devra retourner à notre navire tout de suite après... qu'est-ce que c'est, le dîner ou le déjeuner? Habituellement, le Yamal a à son bord des passagers qui déboursent jusqu'à 28 000 $ pour une croisière de 2 semaines au pôle Nord. Le capitaine Brigham a fait une étude sur le cassage des glaces dans l'Arctique russe et il sait que voir un brise-glace nucléaire d'aussi près constitue un rare privilège. C'est très impressionnant et c'est assurément ce qu'il y a de plus efficace au monde. Les officiers supérieurs et les chefs de mission des 2 bateaux visitent le seul brise-glace nucléaire au monde fonctionnant grâce à des capitaux privés. La visite comprend un aperçu de la centrale nucléaire du navire. Une visite impensable il y a à peine quelques années. Pendant qu'ils montent à bord,
Des douzaines de jeunes attendent leur arrivée dans la salle à manger du Yamal. Are US breaker the most powerful in your countries? Yes. И один и другой в их странах самые. Есть в нашем канале, вот, который наш ледокол проделал? Why do you move it so slowly in our I'm following the polar sea. Après les embarrassantes questions obligatoires, l'une des jeunes artistes détend l'atmosphère avec une chanson traditionnelle du folklore russe. Цветет без страха весенний сон, и пусть вовеки никто не знает дороги в черный военный ад. Сейчас капитан сыграет для вас. I don't know how to play. I play 1-2. Chord G. Сальма Жордовать. You know the wildwood flower? Hold on. La rencontre avec le Yamal peut avoir d'intéressantes répercussions, non seulement pour ses propriétaires russes, qui sont impatients de faire savoir à la Terre tout entière que leur navire est à louer, mais aussi pour les scientifiques nord-américains comme Michel Gosselin, qui spéculent déjà sur les possibilités d'avoir accès à une plateforme scientifique aussi grande et efficace que le Yamal. Le Yamal est quand même le brise-glace le plus puissant au monde. Si je pense par exemple aux des gens en géologie qui veulent traverser certaines régions spécifiques, je pense que ça aurait été utile de travailler sur un navire comme le Yamal qui va vraiment directement d'un endroit à un autre sans devoir faire des détours ou contourner des amas de glace plus considérables. Je lève mon chapeau au capitaine Smirnov du Yamal. De toute évidence, il s'agit d'un homme moderne qui comprend le rôle moderne d'un capitaine. Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а зимую ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря, трутся обысь медведи, вертится земля. Ici le Louis Saint-Laurent. À toi, Bob. Nous sommes à la dernière station. Nous avons une douzaine d'heures de tests à faire ici. Et nous prendrons sans doute une douzaine d'heures de repos ensuite. Крутят они, стараясь, вертят земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды утром, раньше на год или два, кто-то сказал кому-то главные слова. Être ici et de le voir, ça vous donne des idées. Peut-être verrons-nous dans le futur des brise-glaces russes participer à des missions scientifiques autour de l'Arctique. Après avoir vu ce qui s'est passé ces derniers jours, j'aurais tendance à penser que tout est possible. Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря, трутся обои медведи, вертится земля. I, Douglas Gordon Seaberg. I, Douglas Gordon Seaberg. Take you, Louise Margaret Adamson. Take you, Louise Margaret Adamson. To be my wife. To be my wife. I ask those present. I ask those present. Avant leur départ de Victoria, Doug Seaberg et Louise Adamson avaient décidé de se marier au pôle Nord, mais ils n'en avaient parlé qu'à Eddie et au capitaine Brandy.
Leur mariage semble un symbole parfait du rapprochement que les membres des deux équipes ressentent après 6 semaines de navigation éprouvante. Le capitaine Brigham se rend une dernière fois sur le Yamal pour discuter d'une stratégie pour sortir des glaces. Vu l'état du Polar Sea, le capitaine du Yamal offre généreusement d'ouvrir la route. En temps normal, le Yamal peut filer à 12 nœuds dans de la glace de plusieurs années, mais il ralentit à 6 nœuds pour empêcher les glaces de se reformer derrière lui. Ce qui ressort tout particulièrement de ce voyage-ci est qu'un grand nombre parmi nous manifeste le désir d'y retourner. Plusieurs groupes sont arrivés aux mêmes conclusions, que la production biologique de l'océan Arctique est beaucoup plus élevée que ce qu'on pensait avant. La production primaire était plus élevée, la quantité de microzooplancton était plus élevée que ce qu'on pensait avant. La quantité de copépodes était en plus grande concentration. On a vu des phoques au pôle Nord, par exemple, ce qu'on ne s'attendait pas à voir de phoques au pôle Nord. Et puis on a vu un certain nombre d'ours polaires et on ne croyait pas avoir d'ours polaires si loin des côtes, en plein milieu de l'océan Arctique. Si seulement on pouvait rassembler tous les biologistes ici pour compter les animaux et déterminer toutes leurs caractéristiques ainsi que leurs habitudes d'accouplement. Personnellement, je m'intéresse plus à leur comportement. Je pense que si nous étions en mesure de mieux rendre justice aux ours polaires à ce stade-ci de la partie, ce serait autant du point de vue anatomique que de celui du comportement. J'espère un jour être capable de bien saisir l'esprit et la vie de l'Arctique d'une façon qui leur rende justice. Les ours à qui Malcolm a posé des colliers transmettent déjà des données par satellite. En fait, les ours sont revenus en haut ici, dans une région à 90% recouverte de glace. C'est très loin de l'endroit où ils avaient été capturés à l'origine, qui était à 90% recouvert de glace il y a un mois, mais dont le niveau a maintenant diminué à 40%. Il semble donc que les ours se déplacent vers des régions où il y a une plus forte concentration de glace. Quand j'ai commencé à travailler sur les ours polaires il y a un peu plus de 10 ans, c'était utopique de penser qu'un jour nous serions en mesure de suivre des ours à la trace en temps réel. Pour nous, c'est un succès. D'avoir des données inédites, c'est un super concept. S'il y a des possibilités d'y retourner, c'est avec beaucoup de plaisir que je donnerai mon nom, que je dirai oui. Peut-être que je comprendrai ce qu'ils cherchent et peut-être que je pourrai les aider dans un avenir rapproché. C'est pour mon avenir et celui de mes enfants. Tout juste avant de sortir de la calotte polaire de l'autre côté du pôle Nord, le pont Lucie et le Louis Saint-Laurent prennent congé du Yamal, qui retourne à son port d'attache de Mourmansk, tandis que les navires canadiens et américains virent vers l'ouest en direction de l'Islande. Il y a encore quelques stations scientifiques au programme dans la mer du Groenland, mais beaucoup a déjà été accompli. Le premier chapitre de la grande aventure arctique est terminé. Ce livre sur l'océanographie polaire a été publié en 1990 et il contient un sommaire de ce que nous savions à ce moment-là de l'océanographie, la climatologie et la météorologie de l'océan Arctique. Je voudrais dire que je considère désormais ce livre comme dépassé. Nous allons consacrer les 4 ou 5 prochaines années à réécrire ceci, simplement pour lui donner sa place dans l'histoire. Give it its place in history. Thank you. Nous sommes maintenant à l'extrémité sud de la calotte glaciaire. C'est la première fois que nous voyons des eaux libres depuis le 1er août environ. Être ici signifie que nous avons complété la toute première traversée de l'océan Arctique d'un côté à l'autre, au-dessus du pôle. Les 2 premiers bateaux à l'avoir fait, il y a une bonne dose d'exaltation à bord, une atmosphère de célébration. L'exaltation du retour bat son plein. Quand on est sur le point de rentrer chez soi, on a comme très hâte d'arriver.
Le 9 septembre, presque 2 mois après l'appareillage, c'est l'arrivée à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Personne n'a l'impression que le voyage est terminé. De plusieurs façons, le défi global est devant nous. Suite à nos expériences dans l'Arctique, nous avons tous encore beaucoup de travail à accomplir et plusieurs chapitres à écrire. Ceci était censé être une cérémonie de clôture, mais je ne crois pas que ce le soit. Alors le message que je voudrais laisser aux jeunes marins et aux jeunes scientifiques et ingénieurs est que ceci est une cérémonie d'ouverture et que nous avons débuté certains travaux que nous voulons vous voir compléter. That's it, we're finished.